On change d'articulation, on remonte au genou. Alors le genou, c'est une arthroscopie qui est plus connue, plus ancienne. Et ça a commencé par les ménisques. Vous allez voir qu'il y a un retour aux ménisques avec vraiment une nouvelle façon d'aborder cette question. Et c'est Nicolas Pujol qui va nous présenter les nouvelles lésions méniscales réparables. Donc il y a deux termes importants, il y a nouvelles lésions et réparables. Il va nous dire qu'est-ce qu'on peut attendre des réparations méniscales et ce sera commenté par Olivier Courage. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, on m'a demandé de traiter d'un sujet qui voulait être si possible novateur. C'est vrai que comme l'a dit Olivier lors de sa présentation tout à l'heure, le ménisque ça a été une des premières structures qui a été individualisée sous arthroscopie, donc ça fait longtemps qu'on le voit et qu'on essaie d'y faire des choses. Et on se rend compte que on redécouvre avec l'arthroscopie l'anatomie, et entre autres l'anatomie du ménisque, et également la chirurgie et le traitement de certaines lésions du ménisque. Donc on va parler de trois choses différentes qui nous tiennent à cœur et qui sont relativement nouvelles. La première, ce sont les racines méniscales. Donc vous voyez des images de dissection anatomique des racines méniscales qui, je le rappelle, sont les insertions tibiales des ménisques, donc les attaches des ménisques sur le tibia. Donc avec un aspect de dissection cadavérique, et la même chose, ce qu'on peut voir sous arthroscopie. À gauche, l'insertion antérieure du ménisque médial, un peu plus loin à droite, l'insertion postérieure du ménisque médial juste à côté du ligament croisé postérieur, l'insertion antérieure, donc la racine antérieure du ménisque latéral à côté du pied du ligament croisé antérieur, et un peu plus loin en postérieur, la même chose, le pied et l'insertion du ménisque latéral. Alors ces racines, on les a redécouvertes parce qu'elles étaient abîmées, qu'elles pouvaient avoir quand même un intérêt assez particulier, en particulier quand il existe des lésions de ces racines. On s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des détachements partiels, complet, survenant dans différentes situations qu'on va voir, et que ce ménisque, quand il était détaché sur cette zone d'insertion de la racine, il en résultait une extrusion plus ou moins importante, dont les conséquences biomécaniques étaient comparables à celles d'une méniscectomie totale. Donc ça veut dire juste avec un simple petit détachement de ménisque, qui pourtant est complètement intact, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésions méniscales telles qu'on a l'habitude de les appréhender, et bien d'un point de vue biomécanique, l'amortissement ne se faisait plus du tout, et donc c'était comparable à celle d'une méniscectomie subtotale. Et on s'est rendu compte également que, en théorie, tout du moins, la réinsertion de ces lésions des racines méniscales était efficace, c'est-à-dire que, comme vous le voyez sur ces images de mesures de contrainte et de pression biomécanique, on arrivait peu ou prou à restaurer les pressions avec des réinsertions de lésions de racines qui ont été artificiellement créées. Alors il faut quand même savoir que ces lésions des racines, elles surviennent dans de différents contextes et souvent avec des lésions associées, en particulier au ménisque latéral. C'est le plus souvent une origine traumatique, ça concerne le plus souvent la racine postérieure du ménisque latéral, et c'est, vous voyez que dans 80% des cas associés à une lésion concomitante du ligament croisé antérieur. Donc c'est typiquement une lésion traumatique qui survient dans le cadre d'une rupture du ligament croisé antérieur. Ces lésions peuvent être partielles, avec des désinsertions partielles de la racine postérieure du ménisque latéral, ou plus complexes, plus complètes. En revanche, pour ce qui est du ménisque médial, eh bien les origines, elles sont un petit peu plus floues. Ça concerne toujours le plus souvent la racine postérieure du ménisque. C'est plus ou moins traumatique, plus ou moins dégénératif, c'est-à-dire que ça rentre dans le cadre d'une arthrose qui peut être initialement présente ou alors déjà même plus avérée, voire avec une présence de lésions cartilagineuses qui peuvent être soit dégénératives, comme je l'ai dit, ou même traumatiques dans le cadre de traumatisme, mais c'est plus rare. Donc c'est vraiment le plus souvent des lésions chondrales, donc de l'arthrose ou de la préarthrose, qui est associée à ces lésions de la racine postérieure du ménisque médial. Alors le diagnostic lésionnel, en particulier pour le ménisque médial, pour ce qui est de l'examen clinique, ça a été décrit il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez, 2011, avec des signes qui permettent de mettre en compression ce ménisque qui va s'extruire du fait de sa lésion de son attache postérieure. Et quand on le met en compression, on va pouvoir le palper
en varus extension, et on arrive, en mettant un peu de valgus, éventuellement à réduire ce ménisque. C'est un signe clinique qui n'est pas forcément très sensible et spécifique, mais qui peut parfois aider au diagnostic. Après, le diagnostic, il se fait pas sur les radiographies, hein, sauf si quand il y a un petit arrachement osseux, mais le plus souvent sur les IRM, comme vous le voyez ici, une extrusion méniscale, et on va le voir un petit peu plus tard. Alors le traitement, eh bien, il y a différents traitements, parce que les racines, les noms qui ont été donnés aux lésions des racines, c'est quand ça passe plus ou moins près ou plus ou moins loin de l'attache du ménisque, et donc ça peut aller même jusqu'à 2 cm de l'insertion tibiale du ménisque. Alors globalement, les traitements qui sont proposés, si c'est loin de la racine, comme vous le voyez sur cet exemple en bas, et sur l'IRM, vous voyez la lésion ici pas très loin de la racine méniscale, et donc sur cet exemple en bas, on va proposer, comme il reste du tissu, des réparations et des réinsertions de proche en proche, bord à bord, donc des sutures qui peuvent être arthroscopiques avec des implants ou avec des sutures simples comme sur ces deux exemples-là. Si c'est plutôt près de la racine, et bien dans ce cas-là, il va s'agir d'un traitement, comme on le voit ici sur cette vue axiale de l'IRM avec une lésion qui est ici. Il va s'agir d'un traitement avec une réinsertion transosseuse, c'est-à-dire qu'on va réaliser un tunnel tibial, un peu comme un tunnel de ligamentoplastie, sur la zone d'insertion du ménisque, y passer les fils à l'intérieur de la racine méniscale, puis dans le tunnel tibial, qui va être refixé secondairement sur un bouton métallique ou résorbable sur la corticale tibiale. Alors il y a quand même des places pour le traitement conservateur, comme je vous l'ai dit, en particulier sur le ménisque médial. Eh bien, quand ça rentre dans le cadre d'une arthrose, s'il y a une arthrose significative, même s'il existe une lésion de la racine méniscale médiale, le traitement principal, c'est la même chose que pour une lésion méniscale dégénérative, ça va être un traitement non chirurgical, conservateur, en tout cas un traitement de l'arthrose. Ça veut dire en tout cas pas un traitement de réparation ou de réinsertion méniscale qui n'a pas sa place ni dans ce cadre-là dans les lésions des racines. Alors, il y a une place pour les ménisectomies partielles dans ces cas-là. Ben, c'est pareil. Il y a une étude qui a été rapportée il n'y a pas si longtemps que ça sur des résultats pas très concluants, vous voyez, défavorables, avec des douleurs persistantes dans 44% des cas, une progression de l'arthrose assez rapide en quelques années dans 35% des cas. Vous voyez, après une ménisectomie partielle, quand on régularise simplement ce ménisque qui s'est détaché de sa racine. Donc globalement, plutôt, on penche vers des réinsertions dans ces cas particuliers traumatiques. Alors les résultats, néanmoins, ils méritent, parce que ce sont des nouvelles lésions qui sont nouvellement traitées, donc ces résultats-là méritent d'être précisés. Cliniquement, globalement, ce sont des résultats à court terme qui semblent bons, avec une cicatrisation qui n'est pas forcément tout le temps complète, et une réduction de l'extrusion méniscale dont je parlais au début, qui n'est souvent que partielle, c'est-à-dire qu'on arrive, malgré la réinsertion, les contraintes sont tellement importantes qu'on arrive à réduire les choses partiellement, et donc probablement, sur le long terme, une efficacité qui ne sera pas complète, mais en tout cas, probablement meilleure que celle d'avoir laissé une lésion comme celle-ci en place. Donc là, c'était la première chose sur les lésions des racines méniscales. Il y a beaucoup de publications qui sont actuellement disponibles dans la littérature depuis ces dernières années. Un autre sujet qui nous tient à cœur, c'est celui sur les lésions horizontales du sujet jeune. Alors, les lésions horizontales, les clivages horizontaux, les lésions méniscales dégénératives du sujet de plus de 50 ans, elles ont été traitées, et ça depuis très longtemps, depuis les débuts de l'arthroscopie du genou. En revanche, celles du sujet jeune, c'est-à-dire du sujet de 15, 20, 25 ans, qui présentent exactement le même aspect de lésion, comme vous le voyez ici, hein, sur ces IRM, des lésions horizontales du ménisque, plus ou moins associées à un kyste, eh bien elles ont été individualisées et en tout cas traitées différemment depuis seulement quelques années. Il y a une classification pour ces lésions avec des lésions intraméniscales de type 1, des lésions intraméniscales plutôt horizontales mais qui ne vont pas jusqu'au bord libre du ménisque, le type 2, et le type 3, des lésions qui vont horizontales, qui vont jusqu'au bord libre du ménisque. Elles ont été décrites, ça fait maintenant plus de 20 ans. Encore une fois, hein, ça rentre dans le cadre
en tout cas pour cette présentation, de ces lésions qui surviennent sur un âge jeune avec un sujet qui n'a pas d'arthrose. Typiquement, ça se présente comment? Ça se présente avec un patient qui a des douleurs mécaniques à l'effort, qui n'a pas eu de traumatisme évident, donc ce n'est pas traumatique. C'est plutôt, dit-on, des pathologies d'hyperutilisation, ces patients sportifs qui vont être fragiles du ménisque et qui vont avoir cette dégradation ou cette dégénérescence un peu prématurée du ménisque, mais sans traumatique. Le liant croisé antérieur est normal, donc il n'y a pas de laxité du genou. Et comme on le voit sur cet exemple à l'IRM, le ménisque et un kyste peut être souvent associé à ces lésions du ménisque. On commence, comme toujours dans ces cas-là, par un traitement médical, incluant infiltration, repos, sportif en particulier, rééducation, des choses comme ça. Quand ça fait plus de 6 mois et que ça dure toujours, et bien dans ce cas-là, on commence à proposer des solutions et des options chirurgicales. Et globalement, le traitement qu'on peut proposer dans ces cas-là, c'est des sutures méniscales. Pourquoi? Parce que toujours dans le concept de préserver le capital méniscal, c'est-à-dire de ne pas retirer tout le ménisque, en particulier chez des patients jeunes dont on connaît l'évolution arthrosique 15, 20 ou 30 ans après, eh bien on peut se dire que on peut proposer des sutures, y compris pour ces lésions-là qui ne sont pas des lésions verticales classiques. On sait que globalement, s'il y a 15 à 20% d'échecs des sutures de lésions verticales classiques, que va-t-il en être pour ces lésions et ces lésions horizontales si elles sont réparées? On en a revu, ça fait plusieurs années, probablement 20 ans même que ces réparations méniscales à ciel ouvert, elles sont faites dans ces patients-là dans notre service. Là, c'était une première publication qu'on avait fait à propos de 21 genoux. Vous voyez un recul de 40 mois, des patients jeunes. Et globalement, eh bien, quand il y avait des kystes, il n'y avait pas de récidive. 4 échecs sur 21. Une reprise sportive au même niveau dans 90% des cas, et on s'était rendu compte que le principal facteur péjoratif de du résultat de ces réparations méniscales, eh ben, c'était l'âge. Ça veut dire qu'effectivement, quand ça commence à être après 30 ans, on se rapproche vraiment de la lésion dégénérative du sujet dit d'âge mûr, et en tout cas avec des potentiels de cicatrisation qui ne sont plus là, et donc des résultats un petit peu inférieurs, mais qu'avant, on avait des excellents résultats. On les avait un peu peaufinés, ces résultats, avec une nouvelle série qu'on avait publiée en début d'année, un peu comparative, 4 témoins, 17 cas dans chaque groupe, où on avait traité ces patients avec des sutures méniscales à ciel ouvert, sans ou avec l'adjonction de PRP, donc de plasma riche en plaquettes à l'intérieur même de la lésion après la réparation, pour essayer d'augmenter le potentiel de cicatrisation. Je vous rappelle que ces lésions, elles sont horizontales, donc elles vont de la zone vascularisée du ménisque jusqu'en zone non vascularisée. Donc on peut se poser la question de la cicatrisation, et pourquoi pas rajouter quelque chose pour essayer de le potentialiser avec des petites différences, comme on le voit sur ce schéma, sur ce que ça peut donner des résultats légèrement meilleurs. À l'imagerie, on avait aussi des aspects qui sont assez intéressants, avec des diminutions du signal. Vous voyez ces exemples préopératoires, et en post-opératoire, on avait ça. Il n'y avait aucune corrélation, si le signal était diminué, encore présent après 1 an, mais aucune corrélation avec les résultats fonctionnels. Résultats à long terme, on en a quelques-uns. La série du symposium de la SFA cette année, en décembre dernier, en 2014, quelques patients à plus de 10 ans de recul. Eh bien oui, on se rend compte que sur ces patients-là, qui ont été opérés dans ces conditions, avec une chirurgie à ciel ouvert et une fermeture de clivage, eh bien la plupart tous n'avaient pas été, donc ils n'avaient eu aucune réintervention, reprise du sport plutôt bonne, et une absence d'arthrose dans 7 cas sur 9 sur les patients qui étaient revus, et simplement un début d'arthrose dans 2 cas de patients sur 10. Ce qui nous donnait globalement des résultats comparatifs assez importants, assez intéressants pour ces patients-là. Alors pourquoi on a fait des réparations méniscales? Parce que dans ces cas-là, si on propose une ménisectomie de la lésion, puisqu'il s'agit d'une lésion qui intéresse pratiquement la totalité du ménisque, c'est une ménisectomie extensive qu'on pourrait proposer, avec les conséquences arthrosiques qui peuvent en découler. Donc la réparation arthroscopique, eh bien, dans ces cas-là, on ne propose pas de réparation arthroscopique parce que, avec les sutures hybrides qu'on utilise ou des sutures toutes arthroscopiques, comme le problème se situe en fait à la jonction ménisco-synoviale, eh bien, on n'arrive pas complètement à fermer la lésion. Donc là, c'est un exemple de ce qu'on peut utiliser quand on utilise des sutures hybrides, comme vous le voyez à cet endroit-là. On n'arrive pas, vous voyez, à être perpendiculaire à la lésion et faire des bonnes sutures. Ça, c'est un exemple d'une patiente qui avait eu ce traitement arthroscopique. 1 an après, elle était revenue nous voir, vous voyez,
persistance du signal, un kyste qui était apparu, des douleurs persistantes. Donc c'est pour ça qu'on avait proposé des sutures à ciel ouvert, pour pouvoir refermer tout ça, c'est-à-dire l'aborder par l'extérieur pour pouvoir fermer cette lésion. Donc globalement, en conclusion sur ces lésions-là, bon résultat fonctionnel, peu de réintervention chirurgicale malgré l'extension de la lésion en zone avasculaire. Une probable préservation cartilagineuse durable, même si les premières séries sont courtes, mais en tout cas on a déjà des résultats à plus de 10 ans. Et que globalement, même pour les lésions horizontales, la lésion méniscale horizontale ne doit pas être synonyme de ménisectomie, y compris, et surtout chez le patient jeune, mais aussi chez le patient plus âgé. En tout cas, c'est un autre débat. Donc je pense que j'ai déjà fait mon temps imparti. Donc on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Merci Nicolas, tu es parfaitement dans les temps, donc pas de problème. Et Olivier va commenter ta présentation et animer le débat. Bien, merci Nicolas. Je vais commencer commenter par la conclusion. Parce que c'est vrai que cette communication, elle tombe vraiment à point nommé. Nos patients, quand ils ont mal au genou, première chose qui se passe dans la consultation, c'est qu'ils ont une IRM dans la semaine qui suit la douleur. Et le médecin est toujours très heureux de voir que le ménisque est responsable de la douleur. Et le patient arrive et on subit une pression. Il arrive en disant « Docteur, enlevez-moi mon ménisque, j'aurai plus mal et je vais pouvoir reprendre mes activités puisque mon marathon est prévu dans 15 jours et que je ne veux pas m'arrêter de jouer au foot alors que j'ai 52 ans. » Donc je pense que la consultation est parfois un peu tendue entre le patient et le chirurgien et qu'on arrive bien à détendre l'atmosphère si on a ces connaissances. Donc là, tu nous as vraiment bien remis les différentes lésions. Parce que j'ai eu tendance à un moment à penser qu'on avait fait le tour de la question en ce qui concerne le genou. Et je me disais, il y a une dizaine d'années, les amis qui continuent à s'occuper du genou, ils ont tort. Vaut mieux aller voir un peu l'épaule parce que le genou, on a fait le tour. Et en fait, on n'avait pas du tout fait le tour. On n'avait pas du tout fait le tour. On croyait l'avoir fait, mais on ne l'avait pas fait. Et je pense que certaines lésions, comme les lésions des racines méniscales, on ne voulait pas les voir. Parce que quand on arrivait sous arthroscopie et que, comme on avait été bien formé à aller voir effectivement les insertions postérieures des ménisques, et quand on tombait sur ce genre de lésions, on faisait comme l'autruche, on se mettait la tête dans le sable, on disait « Oh là là, j'ai rien vu parce que je ne sais pas les réparer, je ne sais même pas quoi proposer. » Et donc cette communication, elle montre que la chirurgie elle continue toujours à évoluer et qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à un moment et dire ça y est, maintenant on a fait le tour de la question, parce qu'il y a toujours des choses à voir. Et les techniques, vous voyez qu'elles continuent à évoluer. Je pense qu'il y avait aussi des techniques de réparation postérieure qui utilisent des crochets qu'on utilisait dans les épaules. Donc ça aussi, ça continue à évoluer même sur ces lésions méniscales. J'ai deux petites questions. Je trouve que sur les photos, on y voit de manière extraordinaire, on voit très très bien. Et je voulais savoir si, pour éviter, parce que le problème quand on veut aller réparer, c'est qu'il ne faut pas abîmer le cartilage non plus. Il ne faudrait pas que la réparation devienne iatrogène. Et je voulais savoir si vous faisiez parfois des gestes de relâchement ligamentaire, des paille crusting comme on dit à l'anglaise, pour avoir ces aussi jolies vues, pour être certain de ne pas abîmer le cartilage. Et puis ma deuxième question, ça va être sur l'extrusion méniscale, parce que c'est vrai que là, c'est difficile quand il y a de l'arthrose, on voit des extrusions méniscales dans l'arthrose, et d'être certain que c'est la racine méniscale qui est responsable de l'extrusion. Et je voulais savoir si vous aviez justement une façon avant de proposer l'opération, de pouvoir dire au patient, là c'est une extrusion qui est vraiment due à une lésion de la racine, ou c'est une extrusion qui est peut-être déjà une arthrose débutante et qu'il ne faut peut-être pas traiter. Mais en tous les cas, je voulais te remercier l'équipe versaillaise pour la qualité de cette mise au point. Donc il y avait deux questions, merci Olivier. Je commencerai par la dernière dont je me souviens, la réponse à la dernière dont je me souviens, donc sur l'extrusion
C'est la question de la poule et de l'œuf, hein, en fait, un peu. Hein. C'est la même chose pour les lésions méniscales dégénératives. Et de l'arthrose, qui est le premier, qui est le dernier, lequel engendre lequel, ou dans quel sens ça va. Probablement dans tous les sens, ça peut aller. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive parfois, et on voit sur certaines prothèses de genoux, on perd des prothèses de genoux avec des arthroses avérées, un ménisque interne, normal. Complètement normal d'aspect, qu'on résèque complètement lors de la prothèse de genou. Bon, donc ça veut dire que ça peut arriver. Pareillement, et on a aussi, et on le voit aussi sur ces exemples-là, parfois des lésions méniscales qui sont assez avérées, entre autres des lésions de racines, avec un cartilage complètement normal. Donc ça veut dire que c'est bon. Et c'est vrai que c'est dans ces cas intermédiaires où il commence à y avoir un peu de cartilage, un peu de ménisque, un peu de, on ne sait plus trop comment faire et quelle chose traiter. Je pense qu'effectivement sur ces racines, comme je l'ai dit, il faut savoir que ça existe, il faut savoir les voir, il faut savoir éventuellement les traiter, mais encore avec précaution et avec parcimonie. C'est-à-dire que c'est comme tous les effets de mode, on va les voir partout, on va vouloir les traiter, on va se rendre compte que c'est pas forcément la meilleure idée. Donc c'est nouveau, c'est à la mode, je dirais, mais ne pas forcément se précipiter, en tout cas se précipiter sur les cas idéaux de réparation pour ne pas avoir des résultats qui seraient plus importants que d'autres. Après, tu m'as dit, effectivement, la deuxième question, c'est sur la libération ligamentaire, qui peut être... alors, la libération ligamentaire dont tu parles, c'est dans des genoux serrés, où on n'arrive pas, en particulier au plan médial, hein, pour le ménisque interne, à aller et à voir très bien, avoir un accès assez facile jusqu'au segment postérieur du ménisque interne, eh bien, on peut proposer des libérations qu'on fait à l'aiguille, en fait, où on va ouvrir très légèrement le faisceau profond ou superficiel, ou un peu les deux, du ligament collatéral médial, et on voit très bien sous arthroscopie le genou qui fait à peine 2 mm ou 3 mm parce qu'il est relativement serré, on passe pas les instruments et crac, on arrive à ouvrir, on a 2 mm de plus, c'est parfait, et le patient, il n'y a aucune conséquence iatrogénique là-dessus. Donc ça, maintenant, on le fait volontiers et sans aucun état d'âme. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Henri, vas-y, prends le micro. Je suis très heureux d'entendre parler des racines, parce que notre premier congrès de la Société française d'arthroscopie à Marseille, en 1980, nous étions une petite minorité de rhumatologues pionniers, et nous avions dit, le ménisque a 5 parties, la corne, le segment postérieur, la partie moyenne, le segment antérieur et la corne antérieure. Qu'est-ce que j'avais dit là? Le chirurgien dit, il y a un segment postérieur, terminé, il y avait 3 parties, et la discussion a duré longtemps. On n'avait pas grand-chose à dire, il faut dire à l'époque, mais ça a duré très longtemps. Et je suis content de voir que finalement, il y a bien 5 parties dans le ménisque. Merci Henri pour cette remarque. Philippe? Oui, je voudrais remercier Nicolas de cette présentation qui, une fois de plus, met en avant la notion de préservation méniscale. Et je voudrais élargir le débat à la notion de pertinence des indications en chirurgie méniscale. Il s'est fait en 2014 115 000 ménisectomies et 7 000 réparations méniscales. Or, anatomiquement, idéalement, on estime que le taux de réparation méniscale pourrait être de l'ordre de 20 à 25% des lésions méniscales que nous voyons. Donc il y a encore vraiment un effort de communication sur la pertinence de la préservation méniscale, laquelle préservation méniscale s'exprime de 2 façons, comme l'a dit Nicolas, et je le redis parce que c'est important, soit s'abstenir de tout geste, et c'est déjà faire quelque chose que de dire à quelqu'un qu'il ne faut pas l'opérer, soit s'abstenir de tout geste, soit préserver le ménisque plutôt que de l'enlever. Mais il y a beaucoup de facteurs qui font que, encore, malheureusement, on enlève probablement trop de ménisques. Merci. D'autres questions? Oui. Oui, une question de Béotien. Encore pour dire les choses plus simplement que ça n'a été dit. Là, j'ai bien compris. Les patients arrivent, ils ont leur IRM déjà. Alors, avant de poser une indication, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir recours à l'arthroscopie, ne serait-ce que diagnostic? Et à votre avis, dans quel pourcentage c'est fait à peu près en France à l'heure actuelle?
Alors l'arthroscopie diagnostique, hein, comme vous le dites, on a avec les avancées quand même de l'imagerie, en particulier de l'IRM, de l'arthro-IRM ou de l'arthroscanner hein, qu'on utilise, et parfois on utilise un peu tous ces examens à la fois pour pouvoir préciser les choses. L'arthroscopie diagnostique actuellement n'a plus d'indication dans le genou. Hein, plus ou de façon exceptionnelle pour certaines indications très particulières qu'on peut avoir. Mais vraiment, je pense qu'on doit dire qu'il n'y a plus de place pour l'arthroscopie diagnostique, c'est-à-dire on va bien voir. Non, on y va, on fait une intervention dans ces cas-là, quand on sait ce qu'on veut y faire. Si c'est pour juste aller voir, c'est qu'il ne fallait pas y aller. Est-ce qu'il y a des arthroscopies, est-ce qu'il y a des ménisectomies en dehors de l'arthroscopie? Les ménisectomies à ciel ouvert? Oui, encore à l'heure actuelle en France. Non, quasiment plus. Alors c'est des défauts de codage. Hein. Il y a quelques codes qui sont encore faits par on le voit par an, mais globalement c'est. On ne sait pas les faire. Moi, j'en ai jamais vu de ma vie. Moi. Une ménisectomie à ciel ouvert. Donc, je ne saurais pas la faire. Je voulais revenir sur la notion d'innovation que M. Courage a cité tout à l'heure. J'ai lu dans un ouvrage sur la chirurgie du début du XXe siècle le témoignage d'un jeune interne récemment nommé, qui est devenu ensuite un grand patron parisien, qui est allé voir M. Lenormand pour lui demander une place. Et M. Lenormand lui a dit « Mais mon pauvre ami, nous avons tout inventé, qu'est-ce que vous venez faire en chirurgie ?» Bien, merci beaucoup.